Et on va commencer tout de suite par Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese. Tiens, Martin Scorsese, ça se prononce comment avec l'accent américain d'après vous? Martine, Oui, je pense. Ok. Scorsese. Scorsese, oui, j'allais dire. Ok. Donc, c'est très abusif, moi. Ça ira. Ok, on démarre. Est-ce qu'ils sont honte? Comment on le prononce alors? Scorsese? Pour moi. Pour moi aussi, hein. Bah oui, Scorsese. Ça me paraît évident. Putain, mais je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese au cinéma depuis 2 semaines, il me semble, hein, si je compte bien. Toujours au cinéma à l'heure où on enregistre. Marine, est-ce que tu l'as vu, ce film? Je ne l'ai pas vu, j'ai vu la bande-annonce, mais alors moi je suis un peu fermée aux films qui sont trop longs, parce qu'en général je m'ennuie vite, et je sais pas si c'est le fait que maintenant on a besoin de choses qui sont rapides et efficaces, mais être fermé pendant 2h30, 3 heures dans une pièce à regarder que ça... Alors c'est amusant, c'est intéressant ce que tu dis, tu as vu la bande-annonce, j'aimerais bien savoir, vous, ce que vous avez pensé du film juste en voyant la bande-annonce. Des bons acteurs, du budget. Oui, je pense que c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit. Ouais, ok. Moi j'ai vu le film, hein, alors je suis d'accord avec Marine, il y en a marre des films qui durent 4 heures, là c'est 3h45, et là même si alors, le film est beau, c'est bien filmé, tout le monde joue bien, mais 3h45, tu les sens passer, quoi. Ouais. Moi, je veux bien passer 3 heures au cinéma, mais je veux des trains qui explosent, des vaisseaux spatiaux et des animaux. Ouais, genre comme Avatar, sinon un truc hyper visuel, où il y a du travail derrière, pas juste des répliques. Voilà, exactement. Par exemple, Mission Impossible, 3 heures, je les ai pas vu passer. 3 heures de Oppenheimer, 4 heures de Killer of the Flower Moon, ouais, je les ai vus passer, quoi. Alors, on va dire, ouais, mais ça, c'est pas de la critique cinéma, mais ça, franchement, ça compte, je trouve. Ça compte. Bien sûr. Bah, si tu passes pas un bon moment et si tu regardes ta montre à chaque fois, c'est qu'il y a un souci aussi, hein. Bah ouais, clairement. Le film, il est adapté d'un super roman de David Grann, qui raconte exactement la même histoire, hein, le meurtre de la tribune amérindienne des Osages pour s'accaparer leurs richesses, le pétrole, etc. Et donc, oui, le film est trop long. On veut tout mettre, mais le livre aussi est dense. Par contre, il ne suit pas tout à fait le livre. La plus grosse différence avec le livre, donc j'ai lu le livre aussi, hein, c'est pour ça que je suis allé voir le film d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé à aller voir le film. Le livre, c'est vraiment une enquête policière. C'est-à-dire que ce nettoyage ethnique, on va dire, des Osages, pardon, c'est dur à dire pour moi, vous me pardonnerez, c'est ce qui marque aussi la création du FBI aux États-Unis. C'est avec cette affaire que le FBI a été créé. Donc, c'est la première vraie enquête d'un agent du FBI. Donc, le livre est super pour ça. On voit en coulisses comment ça s'est fait, les difficultés, les relations avec les shérifs qui étaient à l'époque, qui représentaient à l'époque la loi, shérifs corrompus. C'est vraiment le livre. Moi, je conseille vraiment le livre pour cette histoire-là. Le film ne parle absolument pas de ça. Le film fait l'impasse sur ça et parle du complot contre ces Amérindiens et raconte l'histoire d'amour, la fausse histoire d'amour entre Leonardo DiCaprio et une Amérindienne. Comment il la manipule et comment il assassine tout le monde pour récupérer le fric. Ça raconte ça le film. Donc c'est à mi-chemin entre une petite romance, la trahison et le film de gangster comme il a fait souvent. Ouais, on a centré le film sur Leonardo DiCaprio qui vit une romance, quoi, comme chaque film plus ou moins qui tourne. Ouais, c'est ça. Le film, il manque d'originalité, quoi. Ouais. C'est un film que tu as vu 20 fois. Les meurtres que tu vois qui sont horribles, ça te passe au-dessus. C'est vraiment un film bizarre, je trouve, hein. Vraiment, on dirait que c'est un film carte de visite. C'est un film, regardez comme je suis bon acteur, regardez comme je suis bon réalisateur.
et regardez comme je m'inquiète du monde aujourd'hui, de l'état du monde, de l'état du monde actuel, parce que ça fait référence aussi à la société d'aujourd'hui, quoi, cette histoire. Mais ouais, moi, j'ai trouvé ce film vraiment bizarre. Je suis pas rentré dedans, alors que j'étais rentré bien dans le livre. Bref, Killer of the Flower Moon. Moi, je vous conseille plutôt le livre, qui est beaucoup, beaucoup mieux que le film. Et encore une fois, hein, ça n'est que mon avis, et n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous n'êtes pas d'accord, mais surtout des messages avec des arguments, s'il vous plaît, pas des insultes. Ok, pour terminer sur ça, j'ai 2-3 petites questions sur d'anecdotes de tournage sur ce film. Donc, le tournage a duré 7 mois, ce qui, paraît-il, est très long pour un film de Martin Scorsese. Ah ouais? Ouais, c'est ce que j'ai lu. Alors que moi, 7 mois, je trouve ça rapide, quoi. Ouais, c'est même moyen après. Pour un film d'autant de temps, Oui, c'est ça. C'est plutôt ça pour un film de 3h40. ils ont été efficaces. Fallait payer Leonardo DiCaprio, alors fallait qu'ils expliquent. Ouais, c'est ça. Il a pris 30 millions, hein. 30 millions pour le film. 200 millions de budget, 30 millions pour Leonardo. Ah ouais, on est sur des niveaux là. Ouais, c'est... Objectif, devenir Leonardo DiCaprio. ok, j'ai une petite question. Que reprocher De Niro à DiCaprio pendant le tournage? Son égocentrisme. Non, on va dire non. Mais il y a peut-être un petit peu de ça, on en parlera. Peut-être ça peut jouer, mais ne partez pas sur une fausse piste, non. Il trouvait qu'il jouait pas très bien, ou je sais pas. Alors ça a à voir, c'est là tu chauffes, ça a vraiment à voir avec la qualité de jeu. Qui trouvait qu'il jouait juste pour lui et qui mettait pas les autres en confiance et qui jouait juste dans son texte. Tu chauffes sur la bonne réponse avec ta dernière phrase, avec l'histoire du texte. Il donnait mal la réplique? Non, il a donné trop bien, on va dire. Il n'improvisait pas assez. Bravo. Ah, c'est l'inverse. Ah oui, pardon. C'est ça. Pardon. C'est ça, il improvisait trop. Il n'en pouvait plus, Robert De Niro. Des improvisations à rallonge de DiCaprio. Scorsese aussi. Il le raconte dans une interview disponible sur Première, où il disait de temps en temps à DiCaprio, ok, là, t'as pas besoin de parler, on arrête. Pour le calmer. C'est pour ça, justement, que j'ai dit, Marine, c'est peut-être un peu l'ego. L'improvisation, c'est aussi une façon de continuer à parler, quoi. Attendez, je vais faire mieux, c'est tellement beau. Oui. Oui. Moi, j'ai pas besoin du texte. Ce que je vais faire, ça sera mieux, tu vas voir. Ouais, voilà. Petit côté Prétentieux. Ouais. Killer of the Flower Moon a failli avoir un point commun avec son dernier film. Lequel? Le dernier film de Scorsese. De Scorsese, oui, pardon. Scorsese. Scorsese. Son dernier film, c'était quoi avant celui-là? The Irishman. Ah. Production, on va dire. Irishman, c'était uniquement sur Netflix, donc ça devait être Netflix qui produisait. Bravo, c'est le point commun. Bravo Axel. C'est effectivement, Irishman est sorti sur Netflix et Killer of the Flower Moon a failli sortir sur Apple TV+. Donc la chaîne de streaming de Apple, parce que c'est Apple qui a produit. Okay. Donc ça a failli être encore un film de streaming. On passe à Fabien Lemaire. Fabien Lemaire qui a écrit Barkhane, une épreuve humaine, un convoi logistique au Mali. C'est aux éditions de l'Harmattan. Pareil, on a déjà fait une longue entretien avec Fabien Lemaire, que vous pouvez retrouver aussi dans la même émission, au titre imprononçable, précédemment dans. C'est pas un roman, c'est une véritable histoire, c'est ce qui s'est vraiment passé. Ça raconte, si je dis que ça raconte, pour moi, ça raconte deux choses. Ça raconte la mort de votre collègue Fabien Jacques, qui est mort en novembre 2016 en mission au Mali. Et ça raconte aussi la vie pas d'un militaire, mais des militaires sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous voulez apporter une précision?
Non, c'est une partie de la vie des militaires sur le terrain, puisque là, j'ai choisi d'évoquer une OPEX, mais voilà, comme une opération extérieure, pardon, je vais être plus clair, parce qu'on a 36 000 abréviations dans le métier. C'est celle qui s'est passée au Mali en 2016. Si j'avais fait un témoignage sur l'Afghanistan 2011-12, vous aurez vu, c'était totalement pas pareil. De même que si j'avais fait un reportage sur l'Afghanistan en 2013, c'est déjà plus pareil que celui de 2011-2012. Donc c'est vraiment la vie de militaires à un moment donné sur un théâtre donné. Il ne faut pas oublier, enfin je sais que vous n'oubliez pas, mais que les militaires font aussi un travail exceptionnel sur le théâtre national avec Sentinelle, qui est une opération que vous voyez tous les jours dans les rues et sans forcément vous dire tout ce qui se cache derrière. Et pour l'avoir fait 3 fois de suite, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses derrière pour les militaires et que c'est pas forcément évident. Mais effectivement, ce livre, c'est l'histoire aussi de Fabien, donc qui était mon subordonné, le sous-officier adjoint de mon chef de peloton d'escorte, donc ceux qui avaient pour mission d'assurer la sécurité du convoi et qui malheureusement est décédé ce 4 novembre 2016. Vous, moi, je vous l'ai déjà dit pendant l'entretien, mais votre livre, il m'a marqué vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que ça me marque autant. D'abord parce que je suis un petit gauchiste et que pour moi, la police et l'armée, il faut les dissoudre. Mais votre livre, il m'a donné une claque. Il m'a donné une grosse claque et je me suis dit, bon, ok, on va peut-être pas dissoudre, on va réfléchir un peu plus. Vous êtes confronté, vous, aux a priori? Évidemment, j'ai été confronté à ça et déjà en premier lieu, c'était sur le ton de l'humour parce que l'arme dans laquelle je servais était l'arme du train. Donc je vous laisse imaginer toutes les blagues qu'on peut faire là-dessus quand on ne sait pas que le train c'est le transport et la logistique. Ensuite, effectivement, il y a des a priori sur les militaires. Alors je dois vous avouer aussi que je ne partage pas votre opinion sur l'armée pour la dissoudre, bien évidemment. Mais votre critique a été une des plus belles que j'ai reçues, je dois avouer. Une des plus originales aussi. Comment dire? Oui, il y a forcément des gens qui pensent qu'ils savent tout sur l'armée parce qu'ils ont vu un film, un documentaire. Alors que c'est bien plus compliqué que ça. L'armée, c'est une sorte de mini-société. C'est un reflet de la société à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes problèmes que vous, les mêmes problèmes, qu'on a le problème des jeunes qui ont de plus en plus de mal à s'engager sur du long terme. On a des problèmes de discipline, les mêmes qu'on peut trouver dans un collège ou dans un travail civil. Seulement nous, on a en plus un treillis et on a en plus des missions un peu plus particulières où notre spécificité, c'est qu'on peut, dans le cadre de notre métier, recevoir ou donner la mort. Donc, il y a peu de métiers comme ça et il faut vraiment s'en rappeler puisque comme vous l'avez vu dans mon livre, la mort, elle n'intervient vraiment quand on s'y attend pas. Oui, donc quand on s'y attend pas et surtout quand, malgré le fait qu'on se soit préparé, quoi. Le livre raconte dans le détail comment on réagit face à la mort d'un collègue. Tout le monde garde son poste, tout le monde réagit par rapport à ça et fait son taf. Je trouve que ça, c'est impressionnant. Moi, je n'aurais pas le courage de faire la moitié de ce qu'on fait tous les gens qui témoignent, quoi. Je trouve ça, mais époustouflant de courage et de professionnalisme. Et on ne voit pas ça assez, je trouve, on n'en parle pas assez, en tout cas. Parce que vous, en tant que militaire, vous avez aussi du mal de parler de votre métier. Est-ce qu'autour de vous, vos proches se demandent c'est quoi votre métier exactement? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est peu enclin à partager ce qu'on vit parce que ce qu'on vit est tout simplement une aventure extraordinaire dans une vie ordinaire. Chaque mission est bien particulière et chaque arme, chaque armée et chaque plus petite subdivision a clairement une vie à lui. Ce que va vous raconter un militaire, ça va être totalement l'inverse de ce que va vous raconter un autre militaire. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend compte une fois qu'on est dans l'armée, quand on discute avec les autres. Quand on est en opération tous en même temps, on ne fait absolument pas pareil. On a chacun un vécu un vécu différent. Donc, c'est pas évident. Et puis même moi, pour commencer à me livrer, il a fallu que je passe
il a fallu que je me fasse violence parce que j'estimais que ce qui s'était passé pour moi devait servir aux autres. Mais c'est plutôt dans cette optique-là que je me suis ouvert, pas dans l'optique de je veux faire connaître ce qu'a fait Fabien Lemaire ce jour-là. C'est vraiment plutôt ce qu'ont fait mes hommes et ce que font les militaires au quotidien, au moins quand ils sont en OPEX. Pierre, Gianni, est-ce que vous pouvez intervenir? Ouais, moi j'allais poser la question à quel moment en fait l'idée est vraiment venue d'écrire le livre, et aussi j'imagine comment ça s'est passé avec notamment le secret défense et tout ça, parce que j'imagine qu'on vient pas, on décide pas comme ça, je vais éditer un bouquin et témoigner d'une intervention au Mali. Donc voilà, comment ça a commencé, ensuite comment ça a pu se passer de ce côté-là. L'idée m'est venue pas assez vite, ça a mis le temps de mûrir. Enfin, je voulais faire quelque chose vraiment parce que moi j'en avais besoin pour faire une sorte de catharsis sur ce qui s'était passé. Et j'avais vraiment envie de rendre hommage à Fabien et que personne ne l'oublie. Et l'idée a mûri. Je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu avant mon OPEX, qui s'appelle Anatomie d'un soldat et qui raconte l'histoire d'un soldat anglais qui saute sur un IED en Afghanistan. Et en fait, pour faire décrire tout ce qu'il revit, il fait parler tous les objets qui l'entourent. Et ça, j'avais trouvé ça très marquant. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on n'a pas en France un livre où, pour une opération militaire, on a le point de vue un point de vue à 360 degrés. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée sur faire le livre. Après, il m'a fallu un an et demi pour le faire. Ce qui est pas énorme, mais qui est déjà quand même un beau passe-temps en plus de son travail. Niveau du secret défense, j'ai évidemment dû refaire lire mon livre aux autorités concernées, mais j'avais fait une pré-censure parce que, en plus du secret, moi j'avais vraiment peur de choquer la famille, puisque je suis très en contact avec la famille de Fabien, et je savais que son père lirait mon livre. Et je n'avais pas envie que quelque chose de choquant pour lui se retrouve dans ce livre. Donc, j'ai modéré une ou deux choses de moi-même sans que ça m'enlève le sens, parce que évidemment, j'ai laissé le sens. Et je peux même vous dire, j'ai tellement laissé le sens et tellement laissé le texte brut que certains éditeurs m'ont refusé à cause de ça. Parce qu'ils disaient qu'il faudrait retravailler les textes, et je m'y suis refusé. J'ai dit je ne les travaille pas, c'est des témoignages bruts et c'est ça qui parlera aux gens. Et je pense que je ne me suis pas trompé au final puisqu'on a déjà dépassé les 1000 exemplaires au moins d'un an. Fabien, excusez-moi, vous parlez de pré-censure. Est-ce que derrière, vous avez quand même eu une censure de la part de votre hiérarchie par rapport à certaines choses que vous vouliez apporter, un contenu que vous vouliez délivrer et qui a vraiment été refusé, sans parler bien sûr de ces choses-là en direct là, mais juste pour savoir si vous avez quand même eu affaire à cette censure de la part de votre hiérarchie? Non, ça a été très bienveillant sur ce coup-là. Ils ont fait. En fait, moi, parmi les gens que j'avais. Une des particularités de mon livre, donc, c'est que c'est 13 témoignages. Et il a fallu, pour ces témoignages, plus l'épilogue, plus le prologue, que je trouve les gens qui voulaient bien parler. Puisqu'il y a des gens comme. Alors, l'infirmière, par exemple, Mag, elle était loin, elle était en Guyane. La docteure qui est intervenue la première sur Fabien était très loin aussi. Donc non, ça a été ça. Et deux colonels qui ont participé en fait. Donc les colonels, c'est parmi les plus gradés de chez nous. Deux colonels qui ont dit je veux bien participer, mais par contre je veux que ce soit relu, Fabien. Donc j'ai fait bon d'accord, si pour votre participation moi c'est relu, de toute façon j'ai rien à cacher, le livre il est, enfin voilà, je partais d'une logique que le livre il serait fait de ma manière ou que sinon il paraîtrait pas. Et ils ont été très bienveillants, ils ont contrôlé et il n'y a rien eu de modifié, ils m'ont juste dit de rester à mon niveau pour toutes les interviews et puis voilà. C'est vrai que quand on tape le nom maintenant du bouquin et votre nom, en fait on voit majoritairement des postes du ministère des Armées, des choses comme ça, donc vous êtes devenu un peu un BRP du ministère et de la Défense, finalement. Je ne sais pas si on peut dire VRP, mais faut bien vous rendre compte que la promotion, c'est moi qui trouvais la plupart des choses en fait. C'est pas, j'y suis allé comme disait Chloé, moi j'y suis allé au culot pour la promo de mon livre. Ma première interview, ça s'est fait sur France 3 National en plus. C'était France 3 National par Dorothée Oliéric, la grande reporter à France 2.
Et en fait, c'est juste que j'y suis allé au culot sur LinkedIn à lui écrire en disant bonjour, voilà ce que j'ai écrit, est-ce que ça vous intéresserait un témoignage? Elle m'a dit oui, et puis voilà, l'aventure est partie, j'ai vu comment ça marchait, il faut y aller au culot, donc j'ai essayé avec les organes de communication de chez moi. Après, ça a marché la plupart du temps, donc c'est plutôt bien. Et puis, les salons du livre, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup rencontrer mes lecteurs et mes futurs lecteurs. Et c'est vrai que j'ai eu, lors de mon dernier salon du livre que j'ai fait aux Invalides, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient lu le livre et que c'était vraiment, qu'ils avaient été vraiment touchés. Et ça me fait plaisir. Et c'est vrai que j'ai cette tendance à laisser, quand je fais une dédicace, à laisser mon adresse mail pour les gens s'ils ont envie de rebondir sur mon livre, s'ils ont envie d'entamer une discussion, ou s'ils ont envie tout simplement de faire une critique à chaud, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour voir ce qui aurait pu être amélioré. Non, si, j'ai une dernière question. J'aurais voulu savoir si votre livre a ou est en train de changer certaines choses au niveau de l'armée. Je m'explique. Vous avez pu dire, on m'a appris à mourir, mais pas à perdre l'un de mes hommes. Est-ce que aujourd'hui, c'est des choses qui potentiellement, un livre comme le vôtre, avec tous ces témoignages, peuvent faire réfléchir plus haut et se dire, il faut peut-être qu'on travaille sur d'autres sujets aussi avec nos militaires, avec nos soldats, pour les confronter et les préparer à certaines dures réalités. Oui, ça a changé. Maintenant, c'est plus pris en compte dans les écoles de formation. Donc, il y a des modules entiers sur la mort. Voilà. Et puis, en fait, vous savez, vous voyez comme moi l'actualité. Donc, les gens, ils se remettent à parler de la guerre. Et quand on se remet à parler de la guerre, on pense pas forcément à la guerre qu'on mène contre les terroristes dans des territoires comme le Mali ou l'Afghanistan. Mais là, c'est État contre État. Et une guerre étatique, on sait très bien que ça se passerait avec beaucoup plus de pertes. Donc, l'armée s'y prépare. Et puisque vous savez très bien que pour préparer la paix, il faut mieux préparer la guerre aussi. Donc éviter de dissoudre l'armée, Christophe. Mais voilà, ça a changé des choses. Et puis je sais aussi de sources sûres que ce qu'il s'est passé en soi au Mali, même avant mon témoignage, ce qu'il s'est passé a changé des choses juste après, puisque les convois n'ont plus été pareils juste après ce qui s'est passé avec Fabien. Votre livre s'appelle Barkhane, une épreuve humaine. C'est aux éditions de l'Harmattan et tous les bénéfices sont reversés à l'association Terre et Fraternité. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein. Non, mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon, là? Il n'y a pas moyen que ça continue. Vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi, en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord? Yannick, Quentin Dupieux. Yannick, c'est l'histoire d'un homme qui va voir une pièce de théâtre. Alors, plus d'homme qu'un autre, j'ai envie de dire, c'est un précaire qui veut se faire une soirée tranquille, quoi. Où il oublie ses soucis. Et il arrive à la pièce de théâtre, une boulevard quelconque, une pièce de théâtre boulevard quelconque, ça lui plaît pas du tout. Et il se permet de se lever et de dire c'est de la merde. Il faut faire mieux. Et là, des acteurs lui tombent dessus et rapidement les spectateurs. Et une humiliation supplémentaire se passe. À ce moment-là, il pète les plombs, il prend un flingue et il retient tout le monde en otage. Je trouve que c'est un film qui montre la société d'aujourd'hui, quoi, vraiment. Ça montre que l'humiliation, elle est impliquée dans notre société, mais de façon énorme, parce qu'au final, c'est ça que raconte le film, quoi. Est-ce que c'est pas un peu une satire des réseaux sociaux aussi, surtout? Honnêtement, c'est ça, hein, c'est exactement ça. C'est exactement. Voilà. Quelqu'un qui lance un sujet, donc le sujet, ça va être la pièce de théâtre. Ça plaît pas à quelqu'un sur les réseaux sociaux, il prend la parole, et puis ça surenchérit. La balle change de camp, et puis d'un coup, à un moment, il y en a un qui pète un plomb et qui dit n'importe quoi. Et donc là, le n'importe quoi, c'est la prise en otage. C'est vraiment exponentiel peut-être, mais ce serait plus une satire de la société d'aujourd'hui, mais plus surtout, je pense, des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, exactement. Mais je pense aussi un petit peu au-delà des relations entre les gens, quoi. Après, moi, je dis ça, j'avoue, je ne l'ai pas vu. C'est juste par rapport à ce que tu me racontes
Du film, ça m'a fait penser complètement à une guerre sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas tort parce qu'il y a aussi une dimension d'humiliation dans le film. C'est-à-dire que le personnage qui s'appelle Yannick, donc, maintient en otage des acteurs et il leur dit qu'ils sont nuls. Et le moment où il trouve les acteurs bien, c'est quand un des acteurs s'auto-humilient en disant moi, j'arrive à raison, on fait de la merde, moi, je voulais faire du vrai cinéma, je me retrouve là-dedans. Et au moment où il s'auto-humilie, où il tombe le masque, où l'acteur dit je suis qu'une grosse merde, à ce moment-là, franchement, c'était là, il y a eu de l'émotion, c'était vraiment super beau. Et du coup, on est dans il montre qu'il intègre aussi l'humiliation qu'on lui a fait subir, il la rend sans s'en rendre compte à la personne qui tient en otage. Il y a cette dimension-là aussi. Et je trouve que c'est un peu le thème d'Adieu les cons, d'Albert Dupontel, mais un peu plus dilué. Toi qui as vu le film Adieu les cons, qu'est-ce que tu en penses Moi, j'adore le répertoire de Dupontel et j'aborde Dupontel, donc je suis pas très objectif sur le sujet. C'est vraiment un film qui m'a plu avec des bons acteurs et une trame de fond, comme tu disais, qui est vraiment comme tous les films et tous les sketchs qu'a pu faire Dupontel dans sa carrière, une satire complète de la société tirée par les deux bouts et tirée aux extrêmes. Ouais. Je trouve que ça parle de l'absurde de la société d'aujourd'hui. La bureaucratie, la scène de fin avec les flics qui disent ne bougez pas dans le chaos le plus total. Elle est effrayante, cette scène, je trouve. Ouais, et c'est aussi absurde que le film de Quentin Dupieux. De toute façon, c'est 2 mètres un peu de l'absurde, 2 mètres français de l'absurde. Pour une fois, dans le film de Quentin Dupieux, il n'y a pas d'éléments fantastiques. Et, en tout cas, moi, dans tous les films que j'ai vus, il y avait un élément fantastique. Genre, il n'y a pas un pneu serial killer, quoi. Non, il n'y en a pas, non. Il n'y a pas de tout qui te permet de gagner quelques mois de vie. Pas de mouche pas de mouche de 300 kilos non plus. Pas des flics moins idiots que ceux de Albert Dupontel, mais tu sais que la fin, ce sera le carnage aussi, quoi. Ouais, il y a un point commun entre les deux films dans la réalisation, mais je parle de la réalisation au sens large. C'est plutôt même au niveau de la production des deux films. Au niveau de la production, il nous faut des indices là. Qu'est-ce que non. On voit pas ce que t'attends. Oui, non. C'est le même producteur? Non, c'est pas le même producteur. Pensez aux finances. Il faut dépenser le moins d'argent possible. C'est tous les deux des films à petit budget? C'est tous les deux des films à petit budget, effectivement, et surtout, c'est tous les deux des films qui ont été tournés très rapidement. Très rapidement et dans un peu en format huis clos. Tout se passe un peu quasiment dans le même endroit. Exactement. Et c'est encore plus vrai dans le film d'Adieu les cons, c'est-à-dire que on peut penser que ça a été tourné en extérieur, vu qu'il y a beaucoup de scènes en extérieur, mais les scènes en extérieur ont été tournées en studio sur fond bleu. Ce qui est fou, quoi. Tourné en 30 jours pour Adieu les cons et 10 jours pour Yannick. Ah ouais, 10 jours. Ah, 10 jours. Ouais. C'est rapide. C'est parce qu'il était en pleine production d'un autre film plus grand, plus important, qui doit s'appeler Tali. Et il a eu cette idée-là et il voulait le faire vite pour pas effrayer les producteurs s'ils leur disaient là, je vais tourner un film de 10 jours avant le gros film, quoi. Donc, il a tourné ça en catimini, on se crée quasiment total. Ouais. Mais ce qui est très difficile, c'est qu'en 10 jours, avec très peu de répétitions, c'est de réussir à capter ce qu'on a envie avec les acteurs. C'est aussi un sacré challenge dans le sens où c'est très court. Et donc, du coup, tu as pas de marge de manœuvre pour refaire faire, je sais pas, autant de fois la scène que quand tu vas tourner sur 3 mois. Ouais, clairement, ils ont dû faire ça en mode théâtre, quoi. Ce qui allait bien avec le thème. Donc, excuse-moi, mais vu que toi tu l'as vu, on ressent que c'est tourné en mode théâtre. Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'aller voir une pièce de théâtre ou non, on va voir un film? Ah non, on va voir un film. D'accord. Non, on sent pas la pièce de théâtre. On sent la pièce de théâtre que lorsque les acteurs jouent la pièce du théâtre du film. Mais dès qu'ils coupent la pièce de théâtre, tu sens qu'on change de dimension. Ouais, donc il a quand même réussi à créer un distinguo entre les deux et même en 10 jours à créer un film plutôt qu'une façon pièce de théâtre. Ouais, exactement. Les acteurs, ils sont vraiment bons. Blanche Gardin, elle est nickel. Elle joue vraiment bien. Pion Marmaille aussi.
Hello.